Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment essayer de réussir son allaitement. Allaiter, c'est quand même tout un art, hein, faut pas se leurrer, c'est pas toujours évident, surtout quand on est seul et qu'on n'est pas aidé par sa famille ou ses amis, qu'on n'a pas de personnes qui ont allaité de façon, on va dire, efficace. Parce que on a souvent ou régulièrement autour de nous des gens qui ont allaité 2-3 jours, peut-être 2-3 mois, qui ont arrêté parce qu'elles ont elles-mêmes eu souvent des mauvais conseils, voire pas de conseils du tout. Du coup, elles vous aiguillent ces personnes-là lorsqu'elles vous parlent, soit non pas vraiment de conseils parce qu'elles ne savent pas, elles ne savent des fois même pas pourquoi leur allaitement a échoué. Et, euh, et puis parce que des fois, elles vous donnent aussi des mauvais conseils parce qu'elles les ont eus elles-mêmes. Donc voilà, je vais essayer de vous donner le maximum de bons conseils que je puisse vous dispenser avec mon expérience et toutes les recherches que j'ai faites sur le sujet. Donc, premièrement, pour allaiter efficacement, il faut se préparer avant la naissance de bébé. Comment? En prenant des cours avec des personnes qui sont formées correctement à l'allaitement. C'est important. Bien souvent, les sages-femmes, le personnel médical, les pédiatres, les gynécos ne sont pas du tout formés pour ça. Il faut comprendre une chose, c'est que les gynécos sont là pour tout ce qui concerne les maladies et les problèmes d'ordre sexuel. Donc si vous avez des mycoses, des champignons, des problèmes par rapport à la conception d'un bébé, par rapport à votre contraception, etc., ils ne sont pas formés pour l'allaitement. Les gynéco-obstétriciens qui vont vous accoucher ne sont pas forcément formés à l'allaitement. Ils sont là pour vous accoucher, pas pour vous expliquer comment allaiter. Ils vont des fois vous donner des conseils par expérience parce que à chaque fois qu'ils ont des naissances, la plupart du temps, ils vont poser bébé sur maman de façon à ce que bébé puisse faire la tétée d'accueil. Mais au-delà de ça, voilà, s'ils n'ont pas fait la formation adéquate sur l'allaitement, ils ne vont pas vous dispenser des conseils. Ça va être pareil pour même pour les sages-femmes en fait, parce que la sage-femme, elle est là pour vous aider pour l'allaitement, mais bien souvent, elles ne sont pas vraiment formées correctement. Elles vont vous donner les premiers conseils sur la mise en place de l'allaitement, mais si vous commencez à avoir des problèmes avec par exemple des crevasses, des choses comme ça, on va vous donner des conseils très simples qui vont être mets de la lanoline, mets des bouts de sein, mets des coquillages, fais-toi des tartines de compresse de ton lait. Voilà, ça va être les conseils basiques, mais en fait, ça ne va pas résoudre le problème du pourquoi vous avez des crevasses, pourquoi ça peut être douloureux, etc., etc. Donc, je vous conseille avant la naissance de bébé, si c'est possible, de prendre rendez-vous avec, écoutez bien, une conseillère en lactation ou une conseillère en allaitement. Elles sont le mieux, généralement, c'est une conseillère qui est certifiée IB, à chaque fois IBLBC, me semble-t-il, qui elles sont vraiment formées, c'est leur métier l'allaitement. Donc elles vont être de bons conseils, elles vont vous expliquer la mise en route, elles vont déjà parler avec vous, connaître vos attentes en matière d'allaitement, si vous voulez allaiter un petit peu, si vous voulez allaiter moyennement, si vous voulez un allaitement long avec un bébé de plus d'1 an, 2 ans qui allaite, qui tète, si vous voulez juste allaiter 6 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine, bref, peu importe. Elle va aussi, du coup elle vous connaît, elle va aussi très certainement vous donner son numéro de façon à ce que quand vous allez accoucher, vous l'appeliez directement de façon à ce qu'elle vienne vous visiter à la maternité ou dès que vous rentrez à la maison pour voir comment se passe votre allaitement. Et elles vont pouvoir rectifier après les petits problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a des douleurs liées à l'allaitement ou des crevasses qui commencent à se former et des crevasses sanguinolentes, parce que ça peut arriver, c'est qu'en fait il y a un problème avec le bébé. Soit le bébé est mal positionné, donc on nous dit oui mais il faut prendre le bébé en position ballon de rugby, en position madone, en position ci, en position là. C'est bien beau, mais on n'a pas toute la même morphologie de poitrine et en fait ça peut se jouer à quelques petits détails au niveau de la position qui fait que bébé va mieux se positionner sur votre sein. Ça peut être aussi le fait que votre bébé ait des freins de lèvres et des freins de langue qui soient trop longs, trop courts, pardon. Donc, en fait, ça va empêcher, par exemple, sa bouche de se retrousser correctement. Donc, ça ne fait pas tout de tirer un petit peu sur sa bouche pour la remettre droite. Si le frein est trop court et que pendant la tétée,
ça la tire vers le bas, vous n'allez pas passer votre temps à tenir la lèvre de votre bébé comme ça, c'est ridicule. Donc elles vont pouvoir détecter ce genre de problème. Ce qui fait que si c'est pris à temps, même si c'est pris à la maternité, ces petits freins vont pouvoir être coupés de façon indolore à votre bébé et votre allaitement va pouvoir se mettre mieux en route. Aussi, on peut vous dire que votre bébé ne prend pas assez de poids avec l'allaitement parce que visiblement on dirait qu'il a peut-être faim. Alors déjà un bébé, c'est normal qu'il ait l'air d'avoir faim, surtout quand on l'allaite parce que il va vous montrer qu'il a en demande, donc vous allez le mettre au sein puisqu'on le met au sein à la demande, donc à chaque fois qu'il se réveille, dès qu'il commence à un petit peu sortir de sa phase de sommeil, on va le mettre au sein, ce qui va permettre en fait à notre production d'augmenter petit à petit et de s'adapter à bébé. Donc en fait c'est pas qu'il a plus faim que les bébés non allaités, c'est juste que c'est comment dire, un événement physiologique qui se crée avec le bébé demande à manger, vous le mettez au sein, vous produisez du lait, et plus il demande à manger, plus vous le mettez au sein, plus vous produisez du lait, plus ça s'adapte à lui. Ce cycle va se faire et au bout de quelques jours, quelques semaines, on va pouvoir espacer les tétés parce que bébé demandera moins souvent. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle des pics de croissance. Donc c'est les 3, 6, 9. 3 jours, 6 jours, 9 jours, 9 semaines et mois. Donc voilà, tous les 3, 6, 9, vous allez avoir des pics. Donc effectivement, le premier mois et demi, vous avez des pics à 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines. Donc vous voyez, c'est très très proche. Du coup, on a l'impression que bébé est tout le temps au sein. Mais c'est normal parce que bébé grandit, c'est des petites phases où il grandit assez vite. Voilà. C'est des petites phases où il grandit assez vite. Il va demander à être beaucoup au sein pour justement que votre production augmente. Donc c'est un joli cercle vicieux qui est très bien fichu, mais qui peut être un peu oppressant, surtout quand on n'a pas l'habitude. Quand c'est la première fois qu'on allaite, quand c'est notre premier bébé, on ne sait pas, si on n'est pas bien aiguillé, on se dit il a tout le temps faim, je ne produis pas assez de lait, je vais le compléter. Donc vous allez le compléter avec des biberons. Et là, c'est là que vous allez commencer à mettre très à mal votre allaitement. Parce qu'en fait, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où vous allez compléter bébé, donc il va moins réclamer le sein. Du coup, votre production va diminuer. Donc quand vous allez remettre bébé au sein, il n'aura pas suffisamment de lait. Donc il va réclamer, vous allez vous dire il a faim. Vous allez lui redonner un biberon. Et il ira moins souvent au sein et vous allez plus souvent le compléter parce que quand il aura pris le sein, il aura toujours faim. Donc en fait, vous allez rentrer dans un cercle où on appelle ça le j'ai plus de lait, c'est-à-dire que vous aurez plus de lait et vous allez vraiment, là, pour le coup, votre bébé aura vraiment faim quand il ira au sein parce que vous ne produisez plus assez puisque vous le complétez. J'espère que vous suivez un peu le cheminement. Donc c'est un cercle vicieux. Il ne faut pas compléter bébé, surtout au début. Il faut le mettre au sein, le mettre au sein, le mettre au sein. Ne vous inquiétez pas, sauf vraiment grosse catastrophe. Il n'y a pas besoin, le bébé se régule tout seul si vous le mettez au sein très très souvent à la demande. Il n'y a pas d'histoire de attendre 2 heures, 3 heures entre chaque tétée, vous oubliez. Si votre pédiatre, alors que vous êtes en allaitement exclusif, commence à vous parler d'espacer les tétées ou de sevrer votre bébé la nuit, changez de pédiatre. Je vous en supplie, c'est vraiment pour votre bien, celui de votre enfant. Le lait au sein, c'est à la demande. Et je dirais même plus que lorsque c'est au biberon avec des préparations commerciales pour nourrissons, donc ce qu'on appelle des laits infantiles dans le langage courant, là aussi normalement c'est à la demande. Il ne faut pas attendre 2 à 3 heures parce que d'un bébé à l'autre c'est très différent. Certains vont pouvoir attendre 4 heures avec un biberon parce que ça leur profite pendant plus longtemps et certains au bout d'1 heure et demie auront encore faim, donc on va les compléter. Bien sûr on ne va pas les compléter toutes les 1 heure et demie d'un biberon de 100 ml à la naissance, mais peut-être des petites doses parce que votre bébé préfère un plus petit estomac et préfère des plus petites quantités plus souvent, et puis peut-être que votre bébé a un plus gros estomac et préfère de plus grosses quantités moins souvent, donc voilà. Mais c'est très très important de donner le lait à la demande, de ne pas compléter avec un biberon. Si jamais vous deviez compléter pour X ou Y raison, pour raison de traitement médical, parce que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de souffler, parce que vous venez d'accoucher, que ça ne s'est pas très bien passé, etc. C'est possible. Bien sûr, ne vous mettez pas la pression, mais du coup, si vous comptez allaiter, il va falloir passer à d'autres dispositifs, comme par exemple le DAL. Donc c'est un petit tuyau, DAL, que vous allez mettre sur votre doigt par exemple, ou sur votre sein, et ça va compléter la ration de nourriture que vous allez donner à votre bébé, mais ça va
lui permettre de continuer d'avoir ce réflexe de succion efficace à votre sein. Parce que le problème du biberon, c'est qu'en fait, on va rentrer dans un cercle vicieux qui est très insidieux, c'est-à-dire que plus bébé va prendre de biberon, moins il va téter en plus efficacement au sein. Parce qu'en fait, le biberon, il y a beaucoup moins d'efforts à fournir. Le bébé, il aspire et le lait arrive. Au sein, il va falloir qu'il aspire, qu'il fasse des mouvements particuliers avec sa langue pour écraser le sein, pour faire venir. En fait, il y a un genre de massage. Et du coup, le sein, c'est un peu plus compliqué à l'obtenir. Et si vous commencez à donner le biberon, votre bébé il prend l'habitude que ce soit facile. Donc quand il est au sein, ben, il se foule pas trop, il y va doucement. Donc il va moins bien stimuler votre sein. Donc votre cerveau se dit, ah ben tiens, il a moins faim que d'habitude, je vais commencer à moins produire. Ou alors quand il est au sein, ben, en fait il aspire moins frénétiquement. Donc voilà, il a peut-être moins faim. Donc inconsciemment, c'est hormonal, hein, vous allez commencer à produire de moins en moins de lait. Puis là, vous allez vous dire, mince, mais mon fils a encore faim, ou ma fille d'ailleurs, peu importe, a encore faim. Donc vous allez lui donner un autre biberon, et lui il commence à encore prendre encore un peu plus l'habitude à ce que ce soit facile, et ainsi de suite, et vous aurez plus de lait. Donc voilà, c'est quand même très très dommage quand on veut un allaitement long et périn de casser tout, surtout comme ça dès le départ. Donc on va éviter de donner le bib. Ensuite, si vous avez des crevasses, des petites choses comme ça, vous allez surtout éviter de mettre des bouts de sein. Ça, c'est un très mauvais conseil. C'est exactement comme le biberon. Vous allez, donc le bout de sein, c'est quoi? J'en ai pas là, mais peut-être je vous les mettrai en petite vidéo sur le côté. Les bouts de sein, c'est quoi? C'est un genre de tétine de biberon en silicone avec une partie plus large qui va en fait se ventouser en quelque sorte sur le sein. Donc vous allez mettre votre téton à l'intérieur de ce petit bout de sein et votre bébé va attraper le bout de sein et va téter. Et en fait, c'est exactement pareil que si c'était un bib. Il va avoir une succion différente en fait. Donc ça va moins bien stimuler le sein et vous allez commencer à avoir une baisse de lactation. Donc c'est assez compliqué et il y a des bébés qui finissent par ne plus téter leur maman qu'avec des bouts de sein. Donc si vous avez de la chance, vous allez pouvoir allaiter avec des bouts de sein pendant très longtemps, mais vous allez pouvoir allaiter. Et si vous n'avez pas de chance, non seulement vous allez tout casser, mais en plus vous ne pourrez même plus allaiter du tout votre bébé parce que vous ne produirez plus assez de lait. Donc ça aussi c'est très dommage. Ce qu'on fait quand on a des crevasses, c'est déjà effectivement des compresses avec votre lait, de la lanoline, du repos si possible, mais surtout tirer son lait sur le sein abîmé. Je trouve que c'est une bonne idée, mais surtout prendre rendez-vous avec une conseillère en lactation. Voilà, c'est elle qui va venir et qui va vous dire non mais voilà bébé, il est mal positionné en fait par rapport à votre forme de mamelon. Bébé a un frein de langue, un frein de lèvres. Voilà, elle va pouvoir elle détecter tous ces problèmes et les résoudre. Et en fait, un bébé qui est dans une bonne position, qui n'a pas de frein, c'est un bébé qui va téter correctement et tout va se rentrer dans l'ordre assez rapidement. Donc après, ce que vous pouvez faire, si c'est une douleur qui est supportable, effectivement, partir sur des compresses, etc. Si c'est une douleur qui est insupportable, avec des saignements, que vous appréhendez de mettre bébé au sein, arrêtez de l'allaiter de ce sein-là et tirez votre lait. Donc là, le tire-lait, moi, c'est quelque chose qui a été très important dans mon allaitement parce que j'ai tiré mon lait pendant 2 mois. Et c'est-à-dire que pendant 2 mois, mon fils n'a pas pris le sein du tout. Je suis passée dans un TAE, donc un tire-allaitement exclusif. Et parce que j'avais des crevasses. Et parce que j'ai été mal aiguillée, parce que je ne savais pas que je pouvais prendre rendez-vous avec une consultante. Donc je suis passée au TAE. Mais ça, en fait, tout simplement, ça m'aurait aidé juste pour quelques heures pour éviter que mon bébé tète pendant 2-3 tétés sur le sein où j'avais mal pour pouvoir désengorger mon sein. Et après, j'aurais peut-être effectivement pu donner mon lait avec un dalle sur le sein qui me faisait pas mal ou avec le petit doigt, peu importe. Mais ça aurait été plus utile et j'aurais peut-être évité 2 mois de galère avec le tire-allaitement parce que très franchement, j'étais très très fatiguée avec le tire-allaitement. Donc voilà, et j'ai eu une chance phénoménale. J'espère si c'est votre cas que ça vous arrivera. J'ai pu remettre bébé au sein à l'âge de 2 mois parce que
mon fils continuait de montrer tout le long de mon tir-allaitement des signes à vouloir être au sein. Donc il tournait la tête très régulièrement sur le sein pour essayer de le prendre. Donc je ne le mettais pas au sein. J'ai essayé une fois, à peu près 3 semaines après avoir commencé le TAE. J'ai essayé une fois, le soir, très mauvaise idée. J'ai passé une nuit horrible. En fait, bébé ne savait plus. Alors, je l'ai mis au sein, donc ça faisait 3 semaines qu'il était toujours au bib. Donc, il a pris le sein, mais il n'arrivait pas à téter, donc il s'énervait, il pleurait, il jetait la tête en arrière, ça lui convenait pas, il faisait des crises. Mais quand j'ai voulu lui redonner un biberon parce qu'il avait faim, il savait plus non plus prendre le biberon. Donc je me suis retrouvée avec un bébé qui ne savait ni téter au sein, ni prendre le biberon pendant toute la nuit. Ça a été très compliqué, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit zut, il a faim, et je me doutais bien qu'il allait pas mourir de faim, mais je voyais qu'il avait faim. C'est très dur quand vous avez un bébé de 1 mois qui pleure beaucoup parce qu'il a faim. Donc je me suis dit plus jamais, tant pis, ce sera du TAE le plus longtemps possible tant que je vais tenir, mais je le remets pas au sein. Et puis donc, lorsqu'il a eu 2 mois, c'était le 1er mai, le week-end du 1er mai. Pareil, on était tous les deux assis dans un fauteuil, il était contre moi, et il a commencé à tourner la tête vers moi comme s'il voulait téter. Et j'étais en t-shirt, et à me téter le bras. Et je me suis dit, écoute, c'est l'après-midi, au pire, si ça se passe pas bien, on est en journée, je suis pas fatiguée, j'essaierai de gérer mieux si jamais ça se passe pas bien pour la suite, pour le biberon. Donc je l'ai mis au sein et il a tété comme un champion. Et de là, je ne lui ai plus jamais donné de biberon. Je l'ai remis au sein la fois d'après, puis la fois d'après, puis la fois d'après. Et voilà, on est reparti dans un allaitement. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance que ça fonctionne. Par contre, ça a été mon meilleur ami pendant les 5 jours qui ont suivi parce que bébé tétait beaucoup moins que ce que je produisais de lait. Donc j'avais des engorgements de fou. Donc quelques petits coups de tire-lait pour vider un peu mes seins. Et ça me permettait d'être plus détendu. Et en fait, il ne faut pas tirer quand vous avez un engorgement ou que vous avez des engorgements réguliers. Il ne faut pas tirer la totalité de votre lait. Il faut juste tirer un petit peu pour soulager de façon à ce qu'en fait votre corps comprenne que vous avez un excédent de lait et qui régule. Et au bout de 3 jours, normalement, à peu près 3-4 jours, ça va rentrer dans l'ordre. Des fois un peu avant, au bout de 2 jours, des fois un peu plus. Et ça va rentrer dans l'ordre. Et moi, il m'a fallu faire ça pendant 5 jours. Donc au début, je vidais pas mal parce que j'avais vraiment très très mal. Et il fallait que je désengorge beaucoup, longtemps. Et au bout de 5 jours, c'était à peine, je faisais 2-3 pressions juste pour vider un peu. Et ça me soulageait parce que j'avais beaucoup moins d'engorgement. Mon corps s'était adapté à ce que bébé buvait. Et voilà, passé ces 5 jours, j'ai plus besoin de désengorger ma poitrine. Jamais, quasiment, je pense pas. Donc voilà. Il faut savoir qu'avec le tir-allaitement, comme j'ai tir-allaité très tôt, dès la première semaine de mon fils en fait, j'ai eu une surproduction de lait avec le double pompage et j'ai pu mettre 13 litres de lait au congélateur. Et pareil, je ne savais pas qu'on pouvait donner notre lait au lactarium. Si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement parce que maintenant c'est trop tard, je ne peux plus le donner. Et j'aurais donné, je pense, tout cet excédent de lait à des bébés qui en avaient besoin. Donc voilà, tant pis, c'est dommage. C'est comme ça, mais je ne savais pas. Donc si vous avez une surproduction de lait, que vous voyez que vous commencez à congeler votre lait, 1 litre, 2 litres, 3 litres s'accumulent, 4 litres, ne remplissez pas votre congélateur de 20 litres de lait, ça sert franchement à rien. Sauf si vous voulez vraiment faire des réserves pour le travail, mais si vous commencez à tirer votre lait à la naissance de votre bébé, et que vous reprenez le travail qu'à ces 6 mois, vous n'allez pas garder 6 mois de stock de lait. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 litres de lait en plus, facile en 6 mois. Donc c'est dommage. Contacter un lactarium. Même, par exemple, moi je suis à Marseille, le lactarium le plus proche est à Montpellier. Mais le lactarium organise des tournées, donc même si c'est à Montpellier, vous avez quelqu'un qui vient chez vous, qui vous explique comment ça marche, qui vous donne des petits bidons pour ranger votre lait, vous allez le congeler, et puis une fois par semaine, je crois, ou une fois par mois, bref, je ne sais pas bien comment ça marche, mais je sais que régulièrement, en fait, la personne vous contacte, vient récupérer votre stock de lait congelé, et après, voilà, eux, ils font un traitement, etc. Mais voilà, donnez-le à des enfants qui en ont besoin, surtout ne le jetez pas, votre lait. Congelez-le, appelez le lactarium, donnez-le, faites-en des dons, c'est très important. Ne le jetez pas effectivement. Si vous avez un tout petit peu de lait dans votre congélateur, genre 1 ou 2 litres comme ça d'avance,
et que ben, vous vous rendez compte que les semaines passent, les mois passent et que vous n'allez pas l'utiliser et que vous ne voulez pas non plus jeter, vous pouvez en faire des cosmétiques, vous pouvez faire des crèmes pour le visage, vous pouvez en faire des soins pour votre bébé, vous pouvez en faire des savons. Donc voilà, on peut faire plein de choses avec le lait. Mais voilà, ne le jetez pas. Ensuite, autre chose que je voulais vous dire, c'est les coquillages d'allaitement. Donc les coquillages d'allaitement, c'est des vrais coquillages ou des coquilles en plastique, en silicone, peu importe, qui sont prévus pour être mis sur le sein de façon à le protéger aussi des frottements. Donc ça, c'est pas mal quand vous avez des petites crevasses, des petites douleurs pour pas que ça frotte. Moi, j'avais acheté ça. Donc on met ça, on met le téton dedans. Ça permet aussi de recueillir le lait qui coule du sein qui n'est pas bu, par exemple. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, le fait que ça appuie sur votre sein, ben, ça va déclencher aussi une surproduction de lait. En fait, ça va créer une stimulation physique qui fait que vous allez avoir beaucoup de lait en excédent à force de les porter. Donc ça, c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie, un tout petit peu. Et ensuite, vous avez un truc très important qui peut vraiment changer les choses au niveau des sensations désagréables des vêtements sur vos seins quand vous avez des sensibilités, c'est d'acheter des coussinets d'allaitement lavables. Moi, j'avais des jetables au début parce que je pensais pas à l'été. D'abord, je pensais pas à l'été. Donc, j'avais juste quelques coussinets jetables comme ça en dépannage. Et au final, ça me créait des brûlures, c'était horrible, la sensation sur le téton était super désagréable, j'étais vraiment pas bien. J'ai acheté des coussinets lavables et alors là, le paradis. Ça a tout changé, vraiment ça a tout changé. C'est extraordinaire, c'est beaucoup plus hygiénique que de macérer dans ces genres de protège-slip à sein. Enfin, dedans, c'est cracra, c'est des trucs pour absorber à base de dérivés de pétrole, donc vous avez ça contre votre sein. C'est dégueulasse. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'investir dans du lavable. D'abord, c'est du durable, vous allez faire des économies parce que les coussinets d'allaitement jetables, ça coûte une blinde. Et tout ça pour finir à la poubelle. Le lavable, c'est super. Vous le mettez avec le linge de bébé, vous passez ça à la machine et hop, vous pouvez les réutiliser. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, les coussinets comme ça pour soulager de temps en temps, si vous mettez par exemple de la crème pour être sûr qu'elle reste bien sur le sein et qu'elle ne soit pas bue par votre coussinet d'allaitement, vous allez pouvoir mettre ça pour protéger. Mais voilà, avec parcimonie. Et puis voilà, je pense que je vous ai donné un maximum de conseils que j'ai en tête pour démarrer un bon allaitement et faire le moins de bêtises possible si vous décidez de faire un allaitement le plus long possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.